Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission, les entretiens de l'UFCM. Nous sommes le 2 août 2020, il est 20 heures. Jingle. Dans un monde miné par la marchandisation à tout va, il demeure quelques rares domaines qui échappent au capitalisme, le sang. Élément vital dont Dieu nous a dotés et symbole de vie, de fraternité et d'humanité. À l'image du modèle prophétique, sur lui le salut et la paix, nos vies doivent être rythmées par des dons envers nos semblables. Faire don de ses biens, mais aussi de son temps, et aussi de ce que l'on a de plus précieux, notre sang. En cette période estivale et la multiplication des départs en vacances, les réserves de sang baissent. Or, il y a un besoin en France chaque jour de 10 000 dons de sang. Pour reprendre le slogan de l'EFS, Établissement français du sang, les maladies ne prennent pas de vacances. Nous vous proposons donc cette émission qu'on a intitulée Le don du sang, sommes-nous tous concernés? Avec un invité ce soir, le docteur Mohamed, médecin biologiste, qui nous fournira des explications sur les enjeux du don du sang et du don de moelle osseuse. Mais d'abord, laissons notre invité se présenter. Salam alaikum, donc je m'appelle Mohamed, je travaille donc à l'EFS depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc je suis acteur, comme on dit, de la chaîne transfusionnelle sur plusieurs aspects, que ce soit sur le recrutement des donneurs et leur prélèvement, et sur l'autre bout de la chaîne, donc la gestion des poches de sang qui sont délivrées aux patients. D'accord. Merci, docteur Mohamed, de faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Donc, je rappelle à nos auditeurs qui sont avec nous sur Facebook et l'UFCM que cette émission est en direct et qu'ils peuvent poser leurs questions en commentaire et on essaiera d'y répondre du mieux que l'on peut. Donc, première question, docteur Mohamed, est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement en quoi consiste le don du sang? Alors, en fait, donc sur le principe même, donc c'est, une grosse, prise de sang comme quand vous allez dans un laboratoire, sauf qu'on recueille une quantité, beaucoup plus importante. C'est-à-dire, aujourd'hui, il existe, 3 types de dons, de sang. Le sang le plus communément, récolté, donc c'est ce qu'on appelle du sang total. Donc c'est une prise de sang veineux, qui est à peu près entre 400 et 480 millilitres. Donc on va dire ça va faire, 2 gros verres d'eau et ça a été calculé pour ne pas mettre la personne en déficit. Donc généralement, comme on récupère quand même une quantité de sang qui est relativement importante, on demande aux gens, surtout comme vous l'avez précisé, dans cette période estivale, de bien s'hydrater avant et après le don de sang. D'accord, donc il suffit en fait de se on peut donner du sang n'importe où ou est-ce qu'il y a des lieux, bien précis, pour, faire, ce don? Alors aujourd'hui et pendant la période estivale, en fait, il existe 2 types d'endroits où vous pouvez donner votre sang. Il y a ce qu'on appelle des maisons du don, donc qui sont des endroits fixes, qui sont, donc des EFS locaux, généralement situés dans les grandes villes ou dans les villes de moyenne taille. Donc là, on va aujourd'hui, vous pouvez prendre rendez-vous ou vous déplacer, librement sur place. Ou alors, donc, il y a ce qu'on appelle des collectes mobiles, c'est-à-dire en fait, on essaye de se rapprocher le plus possible du donneur et ces collectes en fait sont éparpillées partout sur le territoire. Donc, l'EFS, depuis à peu près plus d'un an, a mis en place une application mobile qui permet à tous les volontaires ou tous les donneurs de savoir où est-ce qu'ils peuvent donner leur sang et quand, à n'importe quel moment. Donc, cette application, ça s'appelle tout simplement Don de sang. Elle permet de vous géolocaliser et de vous donner les adresses et les moments de collecte. D'accord. Et il y a une particularité qui s'est rajoutée depuis l'épidémie de Covid cette année, c'est que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous quand ça vous arrange. D'accord, donc il suffit en fait soit de passer par l'application pour, localiser les lieux, soit passer par le site internet et il suffit de passer un coup de fil pour prendre rendez-vous ou se déplacer directement. Est-ce que, Exactement. tout le monde peut donner son sang ou est-ce que, il y a des catégories qui sont concernées ou pas? Alors aujourd'hui, donc homme comme femme, on peut donner son sang entre 18 et 70 ans. Quand on dit 70 ans, ça peut aller jusqu'au dernier jour, avant le 71e anniversaire. Après donc les hommes peuvent donner, 6 fois par an, pour ce qui est du sang total, hein, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Pour les femmes, 4 fois et après donc, comme je vous ai dit, donc il existe ce qu'on appelle des dons beaucoup plus spécifiques, qu'on appelle des dons en aphérèse, donc de plaquettes ou de plasma. Ces dons durent un peu plus longtemps parce qu'on récupère spécifiquement soit du plasma,
donc le liquide dans lequel baignent les globules rouges et les globules blancs, ou les plaquettes elles-mêmes. Et ça, c'est uniquement sur rendez-vous. Et par contre, là, le nombre de dons peut être beaucoup plus important. C'est-à-dire pour les plaquettes, on peut donner 12 fois par an, donc à peu près une fois par mois, et puis le plasma, 24 fois par an. Mais pour vous rassurer, hein, généralement, quel que soit le type de don, les donneurs donnent entre 2 et 3 fois et demi par an. D'accord, donc c'est, les données que vous venez d'indiquer, en fait, c'est les données maximum, en fait. On ne peut pas donner plus de 6 fois par an pour un don de sang total ou Voilà, après c'est une fois par mois pour des dons particuliers. On reviendra plus en voilà. détail sur ces dons-là. On va rester de manière plus globale pour l'instant. Donc on a vu où est-ce qu'on pouvait donner son sang, qui pouvait donner son sang. Justement, est-ce qu'il y a des spécificités particulières en ce moment, en cette période de Covid? Est-ce qu'il y a des besoins plus importants? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que d'infection? Est-ce qu'on peut donner si on a déjà été contaminé par le Covid? Alors, aujourd'hui, hein, donc pendant cette période estivale, donc les besoins, on va dire, sont toujours les mêmes que ceux de l'année. Se rajoutent malheureusement, on va dire, comme vous suivez les actualités, des accidents de la route sur les grands départs de vacances. Donc ça augmente un peu plus les besoins. En termes de groupe sanguin, ce qui est surtout prisé parce que utilisé en urgence quand on ne connaît pas les groupes, c'est surtout les individus de groupe O. Mais sinon, tous les groupes restent le bienvenu. Après, on va dire, particulièrement par rapport à l'épidémie de Covid, il a été constaté par les Italiens peut-être une suraugmentation pour les cas graves de consommation de sang. Donc cette suraugmentation, elle n'a pas vraiment été constatée en France, mais peut-être vous avez suivi les médias. Mais aujourd'hui, donc, il y a quand même, on va dire, un traitement qui a été reconnu au niveau international comme pouvant faire sortir les gens de la maladie et les guérir, c'est utilisation donc de plasma de quelqu'un qui est déjà tombé malade et guéri. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, durant le mois de mai, l'EFS, suite, on va dire, aux consignes données par le ministère de la Santé, a prélevé des donneurs qui étaient guéris et qui n'avaient plus de symptomatologie depuis 15 jours à un mois. Donc leur plasma a été récupéré. Ça a permis, on va dire, de fabriquer des poches de plasma contenant un anticorps protecteur contre le Covid. Et donc au niveau international, plusieurs publications font quand même état de guérisons, on va dire, assez nettes et significatives de patients qui ont reçu ces anticorps venant de donneurs qui ont été malades. Donc aujourd'hui, l'État français, si une deuxième vague s'amorce, reprendra ses prélèvements pour traiter les gens. D'accord. D'accord. Donc, mais en tant que citoyen, en tant que personne saine, on ne court aucun risque à aller donner son sang actuellement. Au niveau de l'EFS, les mesures sont prises. Il n'y a aucun risque en fait. C'est pour rassurer nos Voilà. auditeurs. Voilà, donc pour expliquer donc aux personnes qui nous écoutent, dès que vous rentrez dans l'enceinte de la collecte mobile ou de l'EFS, donc il est demandé à la personne de porter un masque, hein, un masque qui est fourni sur le site de collecte ou dans les maisons du don. Et la personne doit porter son masque, comme on dit, de son entrée jusqu'à sa sortie. Donc ce masque permettra de la protéger et tout le personnel de l'EFS porte un masque. Derrière, les distanciations sont toutes appliquées. D'accord. Donc, il y a toujours au moins 1 mètre qui est respecté entre les individus. Et entre chaque donneur, tous les sièges sont nettoyés. Donc, des fois, justement, à cause de ces différentes mesures, ça prend un peu plus de temps. Mais maintenant, voilà, le système est rodé justement pour protéger aussi bien les donneurs que les personnes qui travaillent à l'EFS. Et de l'autre côté, donc jusqu'à ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique que le Covid se transmette par la transfusion. Donc en gros, même si une personne, au cas où elle soit infectée et qu'on ne le saurait pas, ait été prélevée, il n'y a aucun risque qu'elle le transmette à des malades. D'accord. Ok, bon, j'espère que ça va rassurer de potentiels donneurs sur cette question-là. On va revenir sur l'EFS. L'EFS est un établissement
public, privé? Est-ce qu'ils dépendent de l'État? Qui s'occupe en fait, de récolter le sang en fait? Alors, pour vous faire un bref historique, donc l'EFS a été créé par l'État français en 2000, hein, au 1er janvier 2000. Et avant, donc, c'est ce qu'on appelait des centres de transfusion qui fonctionnaient sur un régime associatif. Des associations qui étaient à but lucratif, puisqu'ils fabriquaient des poches de sang, et il en existait à peu près un peu moins de 200, on va dire, sur tout le territoire. Et la particularité, c'est que comme c'était un tissu associatif, leur statut faisait qu'elles pouvaient fonctionner de leur manière qu'elles voulaient. Mais il y avait quelques textes qui encadraient la transfusion. Donc, en gros, tant qu'elles respectaient ces textes, elles pouvaient être des fournisseurs de poches de sang. La difficulté pour l'État français, c'est que, on va dire, d'une ville à l'autre, dans un même département, d'accord, si on est sur une grande ville et une ville moyenne, eh bien, les prix des poches n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, il y a eu, on va dire, une standardisation qui a été imposée par l'État français, c'est-à-dire en gros, vous ne pouvez pas faire les prix que vous voulez. Et aujourd'hui, le prix de la poche de sang est calculé justement au prix de revient. C'est-à-dire qu'en gros, le donneur donne gratuitement, bénévolement et de manière anonyme son sang. Et quand la poche est vendue à un hôpital, ça correspond au prix de revient exact correspondant au prélèvement, à la conservation et derrière, on va dire, tous les tests qui sont réalisés, le kit qui est utilisé. Donc Donc depuis 2000, l'État français a créé donc, la structure qui s'appelle l'Établissement français du sang et qui est la seule autorisée à prélever le sang de donneurs sur tout le territoire. voilà, aujourd'hui, voilà, c'est l'établissement principal, unique, qui, est public en fait, et qui dépend directement de l'État, qui récolte le sang de manière gratuite, donc on ne peut pas vendre son sang. Et l'EFS, en fait, revend les poches de sang aux hôpitaux au prix de revient, donc il n'y a pas de bénéfice sur le sang, en fait. C'est juste pour prendre en charge les coûts, en fait, comme vous avez dit, qui concernent le traitement, le transport, le stockage, etc. C'est bien Exactement, ça. voilà, voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, une fois que le sang est récolté, on vient de dire à l'instant qu'il est vendu à des hôpitaux. À qui sert-il il y a des priorités, à quoi sert ce sang en fait? Alors, donc pour vous expliquer, donc on va parler en termes de pourcentage, hein. Généralement, donc il y a à peu près 15% du stock qui est utilisé pour les urgences, en termes urgence chirurgicale, urgence en réanimation, dans les blocs opératoires et les services d'urgence comme les SAMU, les SMUR, etc. Donc 15% du stock est utilisé dans le cadre des urgences. Après, vous avez à peu près, selon les établissements, entre 5 et 10% qui sont utilisés pour tout ce qui est de l'obstétrique, donc des femmes qui accouchent. D'accord. Donc là, dans ces deux cas-là, on est dans le cadre des urgences, c'est-à-dire en gros, ça peut être deux, trois poches pendant une intervention chirurgicale programmée, comme ça peut être malheureusement, par exemple, un accident de la route, quelqu'un et qui a un traumatisme abdominal, quelque chose qui saigne beaucoup, comme par exemple une fissure au niveau du foie ou de la rate. Les gens se mettent à saigner et ils peuvent se retrouver sur un week-end à consommer pas loin, on va dire, d'une centaine de poches, que ce soit des globules rouges, des plaquettes ou du plasma. Donc en fait, sur du tout venant, les urgences consomment très peu, mais on va dire on a des très gros pics d'activité en fonction à peu près une 35-40%, on va dire, des poches qui sont utilisées quasi exclusivement pour tout ce qui est les pathologies cancéreuses. D'accord. Donc, on va dire un gros tiers des poches sont utilisées pour les pathologies cancéreuses et le reste, on va dire un peu moins, on va dire de 40%, entre 35 et 40%, sont dispatchés dans différents services pour des gens qui sont suivis pour autre chose que des cancers ou des urgences, donc des maladies qui affaiblissent leur corps ou qui affaiblissent leur moelle et ils se retrouvent dans des situations où, du coup, ils ne fabriquent pas assez de globules rouges, de plaquettes ou d'autres choses qui nécessitent une transfusion.
D'accord. Et du coup, les personnes qui reçoivent en fait, ce sang, il me semble qu'il y a des types, en fait, il y a des groupes A, B, O. Vous pouvez expliquer très brièvement, en fait, excusez-moi, j'ai mon fils qui débarque à l'écran. Euh, j'ai, Vous disiez du coup, enfin je disais, il y a des groupes sanguins en fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait très rapidement en fait en quoi ça consiste et tout le monde peut donner à n'importe qui ou tout le monde peut recevoir le sang de n'importe qui ou est-ce qu'il y a des spécificités à ce niveau-là? Alors, donc, dans ce qui est communément connu sur les groupes sanguins, donc il y a un premier système que vous avez cité, ce qu'on appelle le système ABO. D'accord? Donc là, il y a quatre groupes, le groupe A, le groupe B, le groupe O et le dernier qui a été découvert un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le groupe AB. Donc pour vous donner les proportions en France, parce qu'en fait ces proportions changent d'un pays à l'autre, d'accord? Et changent même carrément, on va dire, d'un continent à l'autre. En France, donc le groupe A représente 43% des individus. Le groupe O représente à peu près entre 43 et 45% des individus. Le groupe B représente 8% et le reste, donc à peu près 2 à 3%, ce sont les individus de groupe AB. Donc, bien Mmh. sûr, il y a des règles de compatibilité hein, qui sont connues, on va dire, généralement par les gens. On vous dit que les individus de groupe O sont des donneurs universels, donc ils peuvent donner leur sang à tout le monde. Et les individus de groupe AB sont ce qu'on appelle des receveurs universels, donc ils peuvent recevoir le sang de tout le monde. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous disais, tous les donneurs sont bienvenus, puisque on peut se débrouiller avec des poches O, mais c'est toujours mieux, on va dire, de privilégier des poches du même groupe pour éviter d'épuiser les donneurs de groupe O. Mais D'accord. en fait, derrière, on va dire, ce groupe ABO n'est absolument pas le seul groupe qu'il existe pour le globule rouge. C'est-à-dire, un globule rouge contient, en fait, aujourd'hui, les dernières découvertes scientifiques, on en est à 52 ou 53 systèmes de groupes sanguins. C'est-à-dire, si on considère que le système ABO est un système de groupes sanguins, en fait, il y a encore 52 ou 51 autres manières d'identifier un groupe sanguin. Donc, en fait, tous ces groupes ne sont pas identifiés quand on fait le groupage d'un individu. On se limite aujourd'hui au minimum, donc c'est ce qu'on appelle le système ABO. Il y a ce qu'on appelle un autre système qui est connu, le système Rhesus, d'accord, qui lui contient 5 antigènes différents selon les individus, et le système KEL. Et donc ces trois systèmes-là, ce sont ceux qui sont systématiquement et obligatoirement réalisés à chaque groupage chez un individu lorsqu'il donne son sang ou lorsqu'il va avoir une intervention chirurgicale. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on a des donc, en introduction, j'avais évoqué, un chiffre, hein, 10 000 dons, du sang par jour sont nécessaires, hein. C'est un chiffre, de l'établissement français, du sang. Qu'est-ce que ça représente en fait concrètement? Est-ce que parce que ça semble énorme. Est-ce que ça permet, c'est ce qui est nécessaire pour sauver en fait des vies? Est-ce que d'où vient ce chiffre en fait? Alors, juste pour vous dire, donc ce chiffre, en fait, c'est une division toute simple de la consommation annuelle qui a réalisé au niveau de tout l'État français. D'accord? C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a 3 millions de poches qui sont données à des patients et ça représente à peu près 1 million de patients qui bénéficient de transfusions. Donc, bon, si on fait un petit calcul arithmétique simple, on se dit bah, ça fait 3 poches par patient. Alors, donc en fait, ce n'est pas exactement ça ce que je vous disais. Hein. C'est certains vont consommer qu'une poche et d'autres peuvent en consommer une centaine. D'accord? Donc, ces chiffres, en fait, sont des chiffres, on va dire, pour tout l'État, mais ils sont variables d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre. D'accord? En fait, si vous vous retrouvez dans une ville où il y a une forte densité de population, évidemment, la consommation est beaucoup plus importante que si vous êtes dans une ville moyenne, moins de 10 000 habitants. Et D'accord. donc, en fait, là, donc je vous écoute, oui. Non, non, je vous laisse terminer, donc, Donc, en fait, ces consommations, donc, comme je l'ai dit, hein, on préfère toujours donner une consommation annuelle pour que le grand public se rende compte quand même qu'il y a une consommation importante. Et aujourd'hui, ces chiffres sont stables. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, ça fait à peu près une dizaine d'années que la consommation est de 3 millions de poches par an.
Et c'est devenu quelque chose d'indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, la première mission qui a été confiée à la structure EFS, c'est ce qu'on appelle l'autosuffisance, c'est-à-dire interdiction totale d'avoir des pénuries, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on dit aux gens, désolé, aujourd'hui on ne peut pas vous transfuser. D'accord. Donc en fait, il faut en permanence anticiper les périodes où le stock baisse pour que les patients puissent toujours bénéficier de sang. Donc là, avec la période de Covid, donc ça a été encore plus vrai, puisque à l'annonce du président de la République mi-mars du confinement général de la population, il a fallu batailler au niveau administratif pour obtenir des autorisations pour pouvoir continuer à prélever. D'accord. D'accord. Donc en fait là, oui. C'est juste mon fils qui, qui est rentré dans la chambre encore une fois. Euh, Ma question c'était du coup, ma nouvelle question, est-ce que on peut stocker justement le sang, on peut le conserver de manière à prendre de l'avance et à avoir du stock et d'éviter la pénurie, ou est-ce qu'il faut du coup prélever en permanence? Alors, donc bien sûr, hein, comme vous dites, les produits sanguins peuvent se stocker. Aujourd'hui, une poche de globules rouges se stocke 42 jours. Donc en fait, ce qui est organisé aujourd'hui pour éviter au maximum les pénuries, hein, comme je le dis, la pénurie est un concept qui lui-même est interdit. Tous les établissements français du sang ont une obligation d'avoir un stock de 12 jours. Parce qu'en fait, ce stock constitue le stock pour les EFS eux-mêmes, qui se trouvent, comme je l'ai dit, hein, dans les villes de taille moyenne ou les grandes villes, mais aussi dans ce qu'on appelle les dépôts de sang. Donc, en fait, 12 jours, c'est en fait le temps qu'il faudrait pour trouver une solution rapide, justement, pour ne pas avoir de pénurie. Malheureusement, avec l'épidémie de Covid, certains établissements dans certaines régions sont descendus en dessous de 10 jours. Donc, on atteint la barre des 9 jours. Et là, donc, il y a eu un dépannage qui a été fait entre EFS et même entre régions pour éviter justement que des gens se retrouvent sans poche à transfuser. D'accord. Et donc, maintenant qu'on a vu un peu tous ces points, euh, en termes de, est-ce que le fait de, enfin, une personne quand elle donne son sang, est-ce qu'elle sauve vraiment des vies? Est-ce qu'il y a, il y a une vraie nécessité en fait pour certains cas d'être transfusé dans le sens où c'est une histoire de vie ou de sang ou de vie ou de mort, ou est-ce que vraiment les transfusions c'est quelque chose de, on est dans l'ordre du confortable, de l'ordre du surplus, où il y a des alternatives avec je sais pas du sang synthétique ou des médicaments par exemple. Alors, le synthétique, donc, c'est quelque chose qui a à l'étude il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, c'est un espoir, on va dire, justement, pour tout le monde, pour avoir, on va dire, des productions assez importantes. Mais pour être clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau économique, pour fabriquer 20 millilitres de sang, ça coûterait 1 500 €. Donc, en gros, c'est pas encore, on va dire, à l'échelle industrielle que c'est quelque chose qui peut être développé. Donc on reste toujours sur le modèle voilà, du bénévolat ou du prélèvement de sang. Les autres alternatives sont déjà explorées aujourd'hui par les médecins, c'est-à-dire qu'en fait on évite toujours de transfuser au maximum les individus et on préfère vraiment garder ça pour une obligation ou une nécessité. Donc en fait les cas que je vous avais cités tout à l'heure, ce sont des gens qui clairement, si on ne les transfuse pas, quand même, on va dire, un risque de mourir. Donc, il y a des études qui ont été faites au niveau statistique, comme on dit, de manière rétrospective, hein, c'est-à-dire après l'événement, pour voir est-ce que la transfusion a un intérêt. Eh bien, la réponse, on va dire, de toutes ces études, elle a été bien sûr que oui, puisque en fait, tous les individus qui n'avaient pas pu bénéficier de poches de sang ou de transfusion sont malheureusement morts. Donc, en fait, lorsque l'on dit que la transfusion sauve des vies, donc c'est quelque chose qui est factuel. Et aujourd'hui, en fait, lorsque l'on donne, comme je vous ai dit, hein, du sang total, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on vous prélève un peu moins d'un demi-litre de sang, ça permet de fabriquer 3 poches différentes. C'est-à-dire une poche de globules rouges purs, une poche de plaquettes et une poche de plasma. Et en fait, chacune de ces poches peut être donnée à 3 patients différents.
C'est-à-dire que même si, par exemple, un individu a besoin de 3 poches, eh bien, s'il n'a pas ces 3 poches, en fait, malheureusement, son cœur peut s'arrêter, il peut saigner, jusqu'à la mort. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a un slogan qui est repris régulièrement à l'EFS, c'est, «Prenez 1 heure pour sauver 3 vies», et en fait, c'est quelque chose qui est réel. Alors je vous entends plus, d'avoir un problème technique, je vous entends plus. Peut-être vous avez coupé votre micro? Non, je disais, vos propos, en fait, docteur, résonnent en moi en tant que musulman, car, comme vous avez dit, un don du sang peut sauver 3 vies et on peut que se rappeler du verset coranique: «Et quiconque a sauvé la vie d'un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité toute entière». Donc, c'est la sourate 5, verset 32. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui résonne et qui doit vraiment être pris en compte par les musulmans. Justement, je profite de cette transition. Est-ce que il y a des spécificités? Donc, on a vu qu'il y avait des groupes de donneurs et de receveurs spécifiques. Est-ce qu'il y a aussi des caractéristiques en fait ethniques ou dans le sens où les Maghrébins, les Africains ou les Caucasiens dans le don du sang en fait. Et est-ce qu'il y avait des actions qui ont été organisées de manière à ce que des personnes de la communauté musulmane donnent de leur sang? Alors, pour vous dire, concrètement, hein, donc, je vais vous donner un peu, notre fonctionnement au quotidien, et j'illustrerai avec, une anecdote pour, quelque chose qui fixera clairement les esprits. Donc, aujourd'hui dans la population, comme je vous ai dit, hein, il y a une compatibilité sur le système, ABO. Mais en fait, comme je l'ai dit, puisqu'il existe en fait 50 autres systèmes de groupes sanguins, eh bien, à un certain niveau, la compatibilité ABO ne suffit plus. D'accord? Pour vous dire, environ une fois par semaine, pour chaque EFS, donc il en existe 10 en métropole, on doit rechercher ce qu'on appelle communément un sang rare. D'accord? En fait, ces sangs rares, ça peut être, comme vous dites, hein, des individus d'origine caucasienne, comme ça peut être des individus d'origine africaine, maghrébine, asiatique, en fonction de leurs origines ethniques. Et ce que l'on sait aujourd'hui, statistiquement, retrouver le même groupe sanguin compatible, eh bien, il faut le rechercher dans le même groupe ethnique. D'accord? Donc comme je l'ai dit, hein, une petite anecdote, réelle, c'est-à-dire que, il y a quelques semaines, eh bien, il fallait trouver, un groupe sanguin pour un enfant qui souffrait, par exemple, d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose, hein, où les globules, se déforment très facilement, et se déchirent, et donc du coup, il faut renouveler la transfusion assez régulièrement, hein, tous les 2 mois, 2 mois et demi, pour que la personne reste en vie. C'est-à-dire cette maladie, avant la transfusion, l'espérance de vie de quelqu'un qui avait la drépanocytose, elle était de quelques mois à quelques années. Aujourd'hui, ils peuvent vivre 60-70 ans. Donc assez régulièrement, on recherche des poches, et soit si on ne les trouve pas au niveau régional, eh bien on les demande au niveau national, et si on ne les demande pas au niveau national, on cherche au niveau international. Et en fait, en permanence, sur le territoire, vous avez des transporteurs qui transportent des poches qui sont extrêmement rares, très précieuses. D'accord? Que ce soit pour des adultes, ou pour des enfants, et on essaye d'anticiper au maximum, on va dire, les besoins de ces patients. Et là, comme on l'a dit, tout à l'heure, clairement, si ce patient ne reçoit pas cette transfusion, malheureusement, on va dire, il peut perdre la vie. Donc non seulement la transfusion reste quelque chose de vital, mais en plus, certains groupes sanguins ne sont fortement représentés que dans certaines ethnies. Donc aujourd'hui, on sait parfaitement qu'il faut récolter du sang chez des gens, comme vous avez dit, hein, d'origine africaine ou autre, pour pouvoir pallier aux besoins de toute la population, toujours sur le même principe d'égalité.
Encore, voilà, il y a un vrai besoin et on invite vraiment, ceux qui nous écoutent, hein, à donner et à ne pas, négliger, en fait, cet acte. Je répète encore une fois, hein, ça sauve vraiment des vies, hein, jusqu'à trois personnes, par don. Hem, J'en profite, en fait, de cette transition pour passer à la deuxième partie de cette émission. Mais juste avant, je rappelle que, voilà, nous sommes en direct et que de ne pas hésiter à poser des questions. Justement, on a une question, hein: «Le virus du Covid peut-il contaminer le sang?» On y a répondu en début de partie, mais si peut-être le docteur Mohamed veut intervenir et apporter quelques précisions à cette question. Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, le virus Covid ne peut pas contaminer le sang, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cycle de vie du virus, donc pour vous rappeler, hein, donc ce qu'on appelle le coronavirus, c'est un virus du rhume, c'est un virus classique. Donc, c'est quelque chose, on va dire, qui a contaminé, je ne vais pas dire toute la planète avant même cette souche qui a muté, ce qu'on appelle le Covid-19. Donc, c'est le bon vieux virus du rhume qu'on a au printemps ou en automne. D'accord. Donc, il est habituellement, tous les coronavirus sont complètement inoffensifs. Cette souche, donc qu'on appelle le Covid-19, montre ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë. D'accord. Mais il se comporte comme tous les autres coronavirus, c'est-à-dire qu'en fait, il infecte surtout les voies respiratoires. D'accord. Et si, vraiment, d'une manière, on va dire, fortuite et complètement, on va dire, inhabituelle, il passe dans le sang, son passage dans le sang, on dit qu'il est de quelques minutes, d'accord? Donc statistiquement, si vous prélevez quelqu'un qui est en bonne santé, heu et qu'on sait que le virus est à l'intérieur, hein, donc je prends vraiment un cas extrême qui ne s'est jamais produit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est dans le processus de fabrication des poches, il n'y a rien qui est fait pour que le virus reste en vie. Donc la première chose à retenir, c'est qu'il n'y a aucun risque de contamination. S'il existe, il est vraiment infinitésimal et que même si un virus est passé, derrière, le processus de fabrication des poches fait qu'il est détruit. Donc en gros, il n'y a aucun risque de contamination du Covid par la transfusion. Merci pour ces précisions. Donc, on va passer à la deuxième partie de cette émission, comme on le disait, qui concerne le don de moelle osseuse. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire, en fait, qu'est-ce que c'est, en fait, par rapport au don du sang? Alors, donc on est sur un registre complètement différent. Donc, pour vous expliquer, on va dire à quoi correspond le don de moelle osseuse. Et donc, il faut bien dire moelle osseuse parce qu'on confond souvent avec ce qu'on appelle la moelle épinière. Donc, pour vous rappeler, hein, la moelle épinière, en fait, c'est une structure nerveuse qui se situe à l'intérieur de notre colonne vertébrale, dans notre dos. D'accord. Donc, en fait, on ne parle pas de cette partie-là qui est uniquement des nerfs. La moelle osseuse, c'est ce qui se trouve dans nos os longs. D'accord, et c'est ce qui permet de fabriquer, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et cetera. Donc aujourd'hui, pour vous dire, hein, donc il existe un certain nombre de maladies qui sont surtout des maladies hématologiques, comme par exemple des leucémies ou des lymphomes, donc où en gros la moelle de l'individu est envahie par, malheureusement des cellules cancéreuses qui l'étouffent et qui l'empêchent de fabriquer, bah, ces fameux globules rouges, globules blancs et plaquettes. Donc derrière, aujourd'hui dans la médecine conventionnelle, les gens sont traités par chimiothérapie et une des issues réelles de la maladie, c'est ce qu'on appelle la greffe. Donc il existe 2 types de greffe. Il y a ce qu'on appelle l'autogreffe, c'est-à-dire en fait on vous prend, au malade lui-même ses propres cellules, on les trie, on prend les cellules d'intérêt, d'accord? Ce qu'on appelle les cellules souches, de la moelle. On les conserve, elles sont congelées. Derrière, le malade est traité, on va dire, avec une chimiothérapie, qui est assez puissante pour nettoyer définitivement la moelle, de toute cellule cancéreuse. Et une fois, on va dire que la moelle a été nettoyée, eh bien, derrière, on réinjecte cette moelle. Donc pour faire la parenthèse avec notre sujet précédent, c'est pendant cette période où la chimiothérapie est agressive et que la moelle est complètement arrêtée que les gens ont besoin énormément de quantité de plaquettes, de globules rouges et cetera. D'accord? Donc après, une fois que, la personne a reçu un greffon de sa propre moelle, comme on a dit, une autogreffe, eh bien, il peut reprendre une vie normale. Donc aujourd'hui, vous avez des gens, qui, déclarent des maladies de leucémie à l'âge de 40 ans et qui sont toujours vivants à l'âge de 80 ans parce qu'en fait,
c'est leur propre moelle qui a permis de le régénérer après avoir éradiqué toutes les cellules cancéreuses. Lorsque l'autogreffe n'est pas possible parce que la personne n'est pas, on va dire, en bon état de santé, pour parler simplement, donc on recherche cette fois-ci un greffon, mais pas chez l'individu lui-même, dans sa fratrie, c'est-à-dire chez ses frères et sœurs. Et aujourd'hui, on peut même chercher chez les enfants, en fonction de leur âge, hein, bien sûr, ou chez les parents. Donc en fait, on reste vraiment dans la sphère intrafamiliale. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez introduire des cellules qui ne sont pas les vôtres, comme dans le cas de l'autogreffe, donc là on parle d'allogreffe, hein, donc avec un autre individu, eh bien il faut respecter ce qu'on appelle une compatibilité. Et donc lorsqu'on parle de compatibilité, vous entendrez souvent parler de système HLA. Et en fait, le système HLA, c'est ce que donc, le créateur a mis en place pour donner une espèce de carte d'identité génétique pour chaque individu. Et aujourd'hui, on sait que par le système HLA, chaque individu est unique et il partage une certaine compatibilité déjà avec les personnes qui ont les mêmes origines que lui, c'est-à-dire sa propre famille, donc ses frères et sœurs, ses parents, d'accord. On peut même aller, comme je vous ai dit, hein, aux enfants ou à des cousins en fonction de la compatibilité. Mais aujourd'hui, on sait carrément que la compatibilité HLA, comme tout à l'heure, ce qu'on expliquait pour les groupes sanguins, ça peut aller même à un groupe ethnique. On sait que, Voilà, par exemple, on va y revenir les dans le détail, Asiatiques hein. ont tel et tel. On va y Oui, revenir justement au groupe ethnique donc plus dans le détail. oui, Voilà, je disais, on va y revenir plus en détail hein, par rapport au groupe ethnique. On va juste revenir oui. rapidement en fait. Donc, on vient de dire, enfin, vous venez de dire que voilà, le don de moelle osseuse à ne pas confondre avec, enfin, la moelle osseuse à ne pas confondre avec la moelle épinière, ça c'est très important, et que de manière générale, en priorité pour les personnes atteintes de leucémie par exemple, de maladies cancéreuses, on va prélever en fait de la moelle épinière dans d'autres parties du corps. Moelle osseuse, pardon, vous voyez, j'ai confondu, qu'on va Oui. intégrer et ça permet de prolonger en fait la vie de ces individus. Donc encore une fois, hein, ça permet de leur sauver la vie. Et quand cela c'est pas possible, ou il y a des particularités, on va faire appel à des personnes extérieures, hein, c'est ce que vous appelez l'allogreffe. Et ces greffes extérieures, en fait, de dons de moelle osseuse, on va en priorité les chercher chez les personnes de l'entourage proche, en fait, donc les frères et sœurs, voire éventuellement les enfants ou les cousins. Euh, Justement, si on a une personne qui a une maladie, qui a besoin d'un don de moelle osseuse dans la famille, etc., est-ce que enfin, les médecins font une enquête autour de la famille, demandent, ou est-ce qu'il y a il y a un processus d'abord d'inscription sur une liste de donneurs éventuels, ou comment ça fonctionne? Ah, Alors, quand on arrive, on va dire, à réfléchir à la thérapeutique, comme on a dit, de greffe intrafamiliale, hein, en cherchant, comme on dit, surtout chez les frères et sœurs, les parents, les enfants, où on peut aller un peu plus loin. Donc, en fait, tous ces individus sont typés, c'est-à-dire on leur fait une prise de sang pour voir s'ils ont un niveau de compatibilité intéressant par rapport au patient lui-même. Et si malheureusement, on va dire, il n'y a aucune compatibilité, eh bien, il existe un registre de donneurs volontaires de moelle osseuse qui existe au niveau national et au niveau international. Et en fonction de votre groupe sanguin, eh bien, on vous retrouve, on va dire, un certain nombre de donneurs. Et ces donneurs, comme le nom l'indique, hein, donc ce sont des gens qui volontairement et toujours de manière anonyme donnent leur moelle, d'accord, pour un patient qu'ils ne connaîtront jamais. D'accord. Donc les lois en Europe, c'est-à-dire il doit y avoir un anonymat du donneur et un anonymat du patient. Donc sur ce processus, en fait, quelqu'un qui veut donner volontairement sa moelle osseuse, eh bien, dans à peu près les trois quarts des cas, le prélèvement se fait où, en gros, on vous donne ce qu'on appelle des facteurs de croissance pour faire sortir ce qu'on a appelé tout à l'heure les cellules souches. D'accord. Et après, la personne est branchée donc sur une machine d'aphérèse qui va faire le tri et récupérer toutes ces cellules souches en un seul don. Et en fait, ce don, dans les heures, voire même dans les maximum 2 3 jours qui suivent, va être greffé au patient. D'accord. Et donc ce qu'on disait, tout à l'heure, donc comme il y a un marquage ethnique, eh bien aujourd'hui, la plupart des individus qui sont, inscrits, représentent, surtout la plupart des groupes ethniques, mais malheureusement, on va dire très, très peu, des gens d'origine maghrébine ou d'origine arabe.
d'accord? Ou par exemple, pour certaines ethnies d'origine africaine ou asiatique. Donc, en gros, notre message aujourd'hui, c'est plus il y aura de personnes qui s'enregistreront sur ces registres, et plus ils offriront des chances de survie ou de guérison à des personnes qu'ils ne connaissent pas, ou des fois même à des membres de leur famille. Donc là, la démarche reste assez simple, hein. Donc il y a un site qui s'appelle Don de moelle osseuse, dondemoelleosseuse.net ou .fr. Vous le retrouverez assez facilement sur Google. Et derrière, donc voilà, on vous pose quelques questions pour voir s'il n'y a pas de risque pour vous pour donner votre moelle. Et une fois que vous êtes enregistré, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes mobilisable jusqu'à l'âge de 50 ans. D'accord? Au-dessus de 50 ans, on considère que voilà, il y a peut-être un risque pour vous. C'est-à-dire qu'il y a certains individus, ils peuvent être appelés 15 jours minimum après s'être inscrits, et certains sont appelés des fois 20 ans après. Donc, bien comprendre qu'une fois que l'on s'enregistre sur ce registre, c'est un engagement qui est pour un certain moment dans la vie. Voilà, donc il faut bien distinguer du coup le don du sang qui est, qu'on on peut prendre rendez-vous et puis c'est quelque chose de ponctuel et «d'immédiat» entre guillemets, au moment où on rentre, on a notre rendez-vous. Ça dure quelques minutes, on récupère, enfin l'EFS récupère les poches de sang, la poche de sang. Le don de moelle osseuse, c'est, la démarche est légèrement différente. Alors on s'inscrit, donc j'ai mis le lien qui s'affiche en bas de l'écran. On s'inscrit et puis on attend qu'on nous appelle lorsqu'il y a un besoin, en fait. Donc, et ce besoin, en fait, il a lieu quand il y a concordance de typage. Exactement, c'est-à-dire en fait à peu près une fois par mois dans chaque EFS, en moyenne, eh bien on va dire il y a un donneur qui est sélectionné, et donc le centre, ce qu'on appelle le centre greffeur, le contacte pour voir, on va dire, s'il est toujours prêt à donner. Il est toujours volontaire, eh bien il est convoqué. Comme je vous ai dit, hein, il suit un protocole de stimulation. Derrière, on récupère donc les cellules souches pour le patient. Donc, comme je vous ai dit, après le greffon, eh bien, il vit sa vie, et généralement, la greffe se fait dans les jours qui suivent. Et pour ce qui est du donneur lui-même, derrière, voilà, par précaution, on leur donne un arrêt maladie parce qu'il a déjà été constaté, on va dire, de la fatigue. D'accord? Mais dans la loi française, aujourd'hui, quelqu'un qui donne sa moelle osseuse volontairement, aucun employeur ne peut vous empêcher de le faire. D'accord? C'est même quasiment une obligation citoyenne une fois que vous avez été recruté. Et comme je vous ai Voilà, dit, parce que quand, si... Oui, je vous si écoute. on est sélectionné justement, c'est, contrairement à au don du sang, encore une fois, je précise, on sait pas à qui ça va être, à qui ça va servir, c'est stocké quelques jours, il y a là, le don de moelle osseuse, on est sur quelque chose de 1 pour 1 en fait. C'est dès qu'une personne est dans le besoin, on va chercher, la le de la moelle osseuse compatible pour cette personne-là et on va faire et c'est qu'une seule personne qui va lui faire le don. Exactement. C'est-à-dire, en fait, On si peut pas vous avez recevoir de été plusieurs appelé, personnes ou que voilà, notre si don vous serve avez à été plusieurs appelé, repas. c'est qu'on a besoin de vous, et c'est de vous spécialement. Donc en fait, Voilà. voilà, la personne qui est contactée n'est pas entre parenthèses une option. C'est généralement, il y a quelques candidats qui sont sélectionnés, et lorsqu'un donneur, on va dire, est contacté, voilà, c'est les choses sérieuses qui commencent, quoi. Voilà et c'est pour ça que en fait, plus il y a de personnes inscrites sur le fichier et plus il y a de chances de trouver des personnes compatibles avec des personnes malades. Voilà, donc pour revenir, on va dire, à ce qu'on disait tout à l'heure, malheureusement, on va dire, dans la communauté maghrébine en France, ou dans la population arabe à travers le monde, comme le fichier est très pauvre en En donneurs, demeure. ça arrive régulièrement, donc sur le territoire français ou en Europe, que malheureusement, parmi les musulmans de nos frères et nos sœurs, il n'y a aucune issue thérapeutique à leur offrir, et les médecins leur disent, bah, écoutez, nous ne pouvons pas vous offrir une possibilité de greffe. Il n'y a aucun donneur d'enregistré sur le registre, donc l'histoire s'arrête là. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus important dans le sens, enfin de plus spécifique. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, d'origine maghrébine ou africaine, hem le fait de s'inscrire, sur le registre du don de moelle osseuse,
on a, c'est limite une nécessité en fait, et ça permet vraiment de sauver des frères et des sœurs en foi. Car voilà, on sait qu'en France, la majorité des musulmans sont d'origine maghrébine ou africaine au sens plus large. Donc il y a un vrai besoin à ce niveau-là, et donc là, c'est les anecdotes que vous citez, hein, qui sont tristes évidemment, elles sont réelles, et on a vraiment voilà des musulmans qui se retrouvent sans donneurs potentiels parce que les gens dans la communauté musulmane en France, rares sont ceux qui s'inscrivent sur le fichier de don de moelle osseuse. Voilà, donc comme vous l'avez dit, hein, donc toujours pour avoir raconté une anecdote réelle, donc c'est en 2015, donc un père de famille, hein, donc d'origine maghrébine, contracte une leucémie, donc père de trois enfants, hein, donc quelqu'un qui va régulièrement à la mosquée, connu de la communauté, il tombe malade. Et comme je vous ai dit, hein, donc il avait quand même une fratrie qui était là, de trois, quatre frères et sœurs. Malheureusement, aucun d'eux n'était compatible. Et derrière, donc le médecin a fait ses recherches sur le registre national et international. Et comme je vous ai dit, quoi, ils n'ont rien trouvé. Et malheureusement, voilà, ce frère, Allah yarhamou, est mort. Et par contre, avant, on va dire, dans les choses, dans les dernières recommandations qu'il a fait avant de mourir, hein, sur son testament, donc il a demandé à un responsable de sa mosquée locale d'inciter les gens non seulement à venir donner leur sang, mais à s'inscrire sur les registres de moelle. Et donc son message, c'est voilà, ce qui m'est arrivé à moi peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Il doit y avoir un problème de micro, je vous entends plus, pardon. Ah, je suis désolé, j'avais coupé mon micro. Donc voilà, on peut même être issu d'une grande famille et puis on peut tomber malade et pas avoir de compatibilité au niveau de la fratrie, et cetera. Et c'est là où on va aller chercher dans les gens du même groupe ethnique, de même région en fait, de nos origines. Et comme vous l'avez dit, en fait, le fichier est très pauvre en personnes issues du Maghreb ou d'Afrique. Justement, il y a une question à ce sujet-là. Est-ce que les personnes du pourtour méditerranéen, Portugal, Espagne, Grèce, Liban, etc., sont-ils compatibles entre eux? Alors, en fait, quand vous regardez au niveau des origines ethniques de chacun, ceux du pourtour méditerranéen ont des fichiers, comme on dit, qui sont assez fournis, parce qu'ils ont des donneurs nationaux en nombre assez important, et parce que justement, voilà, il y a une politique de sensibilisation de la population qui est beaucoup plus importante, et eh bien, on va dire, ce sont les gens, on va dire, d'origine gréco-latine, donc ou romaine. Donc en fait, même au niveau ontologique, ils partagent au niveau génétique des antigènes communs. Donc entre parenthèses, on arrive toujours à se débrouiller puisqu'ils restent à peu près dans le même brassage ethnique. D'accord? Mais quand vous passez, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien c'est une population euh, qui a une génétique complètement différente, hein, qu'elle soit, on va dire, d'origine berbère, arabe ou africaine pure. Donc du coup, le niveau de compatibilité n'est pas tout à fait les mêmes, c'est-à-dire vous ne pouvez pas trouver les mêmes antigènes dans deux ethnies différentes. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est très fréquent dans l'ethnie africaine, eh bien, c'est quelque chose qui, des fois, est très très rare dans une autre ethnie. D'accord. Juste, un point que l'on a très abordé très, très rapidement, en fait, c'est comment se passe le don. Donc il y a 2 possibilités. Je rappelle, hein, juste que voilà, on s'inscrit sur un fichier, on passe un entretien, un test, pour qu'on puisse déterminer notre type exact, et une fois qu'il y a une compatibilité avec un receveur, potentiel, on est convoqué du coup, et puis il me semble qu'il y a 2 manières de donner. Est-ce qu'on peut les aborder? Il me semble que j'ai un document que je vais vous partager qui illustre en fait la procédure entière qu'on va vous partager sur Facebook. Peut-être que le docteur va pouvoir nous le commenter très brièvement. Alors, donc, pour vous dire, donc, comme on C'est- a dit, hein, donc, c'est-à-dire une fois que vous êtes inscrit sur le fichier, aujourd'hui, si vous inscrivez par Internet, vous recevez par la poste un espèce de gros coton-tige, hein, qu'on appelle un écouvillon,
on vous demande de gratter l'intérieur de votre bouche ou des fois de ce qu'on appelle un test salivaire, c'est-à-dire en gros, vous raclez l'intérieur de vos joues, vous mettez un peu de salive, ça permet de connaître justement votre groupe HLA. Et le jour où vous êtes Mm. recruté, en fonction, on va dire, des besoins du malade, comme je vous ai dit, dans à peu près 75% des cas, eh bien, on vous donne des facteurs de croissance. La personne est branchée sur une machine d'aphérèse, ça dure, on va dire, 1 à 2 heures. On récupère les cellules souches et le greffon, on va dire, part pour le patient. Voilà, Des fois, une on va machine dire, les besoins d'affaires, sont... Oui, une machine d'affaires, c'est une machine qui va prélever notre sang, en fait. voilà, qui va prélever le sang et qui va surtout le trier. C'est-à-dire, elle va récupérer ce qu'on lui demande de récupérer et tout le reste, eh bien, elle vous le réinjecte. Donc, il n'y a pas de D'accord? problème de Donc, malaise vagal ou de. On perd pas de sang, en fait, quand voilà, on c'est-à-dire en vient. fait, la quantité qui est récupérée, derrière, on va dire, elle est très très moindre par rapport, on va dire, à ce qu'on vous réinjecte. Il peut y avoir, on va dire, des risques de malaise vagal si, comme tout à l'heure, comme on a dit pour le don de sang classique, la chose à ne pas faire, c'est venir à jeun. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est ce qui est important, surtout maintenant en été, c'est toujours bien s'hydrater avant et bien s'hydrater après le don, justement pour permettre au système vasculaire de pouvoir rééquilibrer la tension des individus. Donc en fait, en dehors du prélèvement, ce prélèvement qui est assez simple comme on l'a dit, hein, par la machine, Affaires. euh, voilà, dans à peu près un quart des cas, euh, en fonction, on va dire, du malade, eh bien, on peut être obligé de faire un prélèvement directement dans la moelle osseuse. D'accord? Donc ça se fait sous anesthésie générale. Donc là, évidemment, il n'y a que ceux qui peuvent aller se faire prélever. C'est-à-dire, en gros, comme c'est sous anesthésie générale, c'est bien sûr pas douloureux. Donc on prélève en fait dans le bas du dos, hein, dans l'os du bassin, la moelle directement pour en avoir une quantité beaucoup plus importante, toujours après une stimulation avec des facteurs de croissance. Donc bien sûr, pour le donneur, derrière, il n'y a pas d'effet, hein, donc il est hors de question de mettre à mal un donneur qui cherche à sauver lui-même une vie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comme il y a eu une anesthésie générale, qu'il y a quand même, on va dire, un risque de fatigue, les gens sont arrêtés pendant 15 jours. Donc, soit dans trois quarts des cas, la personne est branchée sur une machine, elle est parfaitement consciente et au bout d'1 à 2 heures, eh bien, elle peut rentrer chez elle. Ou alors, ça se fait sous anesthésie générale et derrière, on va dire, il y a vraiment maximum 1 à 2 jours d'hospitalisation pour vérifier, on va dire, qu'il n'y a pas de souci et la personne rentre chez elle. Voilà, encore une fois, comme vous l'avez dit, dans le trois quarts des cas, on est conscient, on nous prélève une infime partie du sang et on repart immédiatement chez nous. Dans un quart des cas, il y a besoin de faire ça sur anesthésie générale. Mais encore une fois, ça peut inquiéter, ça peut faire peur. Mais on peut s'inscrire sur la liste et ne jamais avoir à donner parce qu'il n'y a pas de, il y a pas, il y aura pas de besoin spécifique. Et quand on donne, en général, c'est une fois et ça peut aller 20 ans après, 2 semaines après, comme vous l'avez dit. Et c'est une histoire vraiment de vie ou de mort. Donc la personne, on lui sauve la vie en lui faisant ce don. Je rappelle encore une fois le verset coranique, hein, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Et justement, voilà, on va conclure avec ça. Est-ce que, voilà, docteur, vous êtes musulman, et est-ce que en tant que, voilà, est-ce qu'il y a des contre-indications religieuses au don du sang, au don de moelle osseuse? Est-ce que, voilà, il y a souvent la question qui revient souvent, est-ce que c'est halal, c'est haram? Il y a des mauvaises. Il y a des choses qui se disent et des fois, on ne sait pas forcément si c'est autorisé ou pas. Alors, pour vous expliquer, hein, on va dire, les choses ont changé, hein, donc, puisque là, on est sur quelque chose qui, bien sûr, n'existait pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein. Alors, Donc, en fait, les savants ont remis à jour leurs connaissances, hein, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10-15 ans, on vous disait, il n'y a pas de souci pour un individu pour recevoir du sang, même si ça vient d'un non-musulman, ou recevoir une malle, de la moelle osseuse à partir du moment où on sauve une vie. Et tous les savants n'étaient pas d'accord sur est-ce qu'un musulman peut donner à un autre musulman. Donc aujourd'hui, ces mêmes savants ont une stature qui est complètement, on va dire, différente, puisque en fait, le contexte dans lequel nous vivons, hein, c'est-à-dire que ce soit nous en Europe ou de par le monde, fait que eh bien, les musulmans ont des vies qui ont été sauvées
par du sang ou de la moelle d'autres musulmans. Donc, ils ont dit, voilà, par politique de réciprocité, eh bien, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le verset cite qui sauve une vie, ce n'est pas précisé une vie musulmane. Donc, en fait, sauver la vie d'un individu au sens large, ça a été ce verset qui a été la preuve, le délit là, pour ces savants, pour dire il n'y a aucune interdiction à un musulman pour donner son sang ou donner sa moelle à un non-musulman. Puisque là, en fait, le juge suprême restant Allah, lui, il constate bien que voilà, le but étant de sauver une vie. Et comme Allah l'a dit lui-même, donc qui sauve une vie, sauve l'humanité. Ah, peut-être encore couper votre micro, pardon. Encore une fois, voilà, comme chaque être humain en fait est un enfant d'Adam, est notre frère en humanité, et en plus de cela, voilà, en lui circule voilà un ruh, l'âme qui vient de insufflée par Dieu lui-même. Donc, il y a vraiment une notion voilà importante que les musulmans doivent prendre à bras le corps. C'est voilà, c'est vraiment s'inscrire à l'EFS, s'inscrire à la maison du don de moelle osseuse, de manière à ce que on soit à l'avant-garde en fait du don, parce que voilà, c'est vraiment ceux qui ont bien compris le message de l'islam, message de paix et d'amour pour l'humanité, et ça passe par ça aussi, c'est sauver des vies. Et quel meilleur cadeau en fait que de faire ce don-là, sachant que voilà, pour les deux cas, on a dit que c'est quelque chose sans risque, sans danger, avec très peu de conséquences en fait pour le donneur. Que ce soit le sang, ça se régénère, que ce soit la moelle osseuse, très rapidement. Donc voilà, on arrive au terme de cette émission. Je remercie le docteur Mohamed pour nous avoir donné ces explications. Je remercie nos auditeurs, et j'en profite pour souhaiter à tout le monde un Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. On se dit à la semaine prochaine. On sera avec le docteur Moustapha Brahimi, justement, qui nous parlera d'une autre forme de don, et on abordera la question de la zakat. Donc, je vous laisse conclure, docteur Mohamed. Barakallahu fikoum pour cette invitation, hein. Donc, tout ce qui a été dit, donc j'espère que ça aura permis de lever un certain doute à tous nos frères et sœurs. Et donc, comme l'a dit Malek, moi aussi, je vous souhaite un bon Eid pour cette année. Et je vous dis salam alaikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On rend l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.